a des objectifs à rechercher à la fin et non pas seulement faire passer la sonde d'échographie, comme on dit l'échoscopie. Donc on fait de l'échographie et non pas de l'échoscopie. Méthodologie de l'examen, donc il faut toujours faire de l'échographie en tenant compte des renseignements cliniques, en tenant compte du contexte clinique, de l'objectif de cet examen. Donc c'est toujours un examen orienté. À chaque fois qu'on fait un examen non orienté, c'est toujours un risque pour passer à côté d'une pathologie ou au moins avoir un compte rendu échographique incomplet. L'examen échographique en gynécologie se fait souvent par les deux voies, la voie vaginale étant la voie de référence, mais parfois il y a des limites, des patientes chez lesquelles on ne peut pas la pratiquer, mais à chaque fois que cette technique ou cet abord est faisable, c'est l'examen de choix et on est obligé toujours de passer par une écho suspubienne, au moins pour voir est-ce qu'il n'y a pas une pathologie qui a une extension abdominale. Donc même si la voie vaginale est la plus importante, souvent il faut compléter par un petit balayage abdominal. Quelque chose de spécifique aussi à l'échographie en gynécologie, c'est qu'on fait un examen sur un appareil qui est souvent en changement au fur et à mesure des années, mais aussi au fur et à mesure du mois. C'est-à-dire, on fait des échographies chez des patientes à une phase de cycle précoce, phase tardive, et il y a des changements. Donc, on ne fait pas uniquement de la morphologie, mais aussi on interprète la morphologie en fonction de la physiologie, et ça, c'est très important à connaître, et on va le voir tout à l'heure. Donc, les trois types de sondes qu'on peut avoir, les sondes vaginales, les sondes suspubiennes ou abdominales, que ce soit 2D ou 3D. La 3D elle n'est pas obligatoire, mais elle a un grand apport actuellement pour certains diagnostics, notamment les malformations par exemple. Il faut toujours avoir une sonde endovaginale pour pouvoir faire de l'écho-gynéco. C'est vraiment illusoire d'essayer de faire de l'échographie en gynécologie avec une sonde suspubienne. On peut le faire, mais c'est vraiment très difficile, surtout pour certaines pathologies. Donc il y a la technique, donc la voie suspubienne, il a des exigences, la voie endocavitaire, elle a des exigences, des avantages et des inconvénients. Donc pour la voie suspubienne, ça exige toujours une vessie pleine, elle permet une vue globale de la cavité, elle permet aussi d'analyser parfois les rapports avec les organes. La résolution malheureusement est limitée puisque on travaille avec des fréquences des ultrasons qui sont faibles et donc ils ont une bonne diffusion mais ils ont une mauvaise résolution et il est peu adapté pour les utérus rétroversés parce que c'est vraiment difficile de pouvoir les analyser. On peut les voir mais les analyser c'est parfois difficile et une des limites de la voie suspubienne c'est l'obésité qui rend l'examen encore plus difficile et moins informatif. La voie endocavitaire, on a dit que la voie endovaginale est la voie de référence. C'est essentiellement parce qu'elle permet une excellente résolution, elle permet une vue segmentaire, c'est-à-dire rarement on peut avoir une vue globale sur le pelvis, on peut avoir les deux ovaires et l'utérus, donc les rapports ne sont pas toujours faciles à étudier. La vessie, ça exige une vessie vide et on a un accès limité, ça il faut le reconnaître parce que on ne peut pas aller au-delà de 8 cm d'exploration, c'est-à-dire par exemple un fibrome sous-séreux à développement abdominal, on va pratiquement jamais le voir en échographie endovaginale et donc c'est pour ça qu'il y a toujours intérêt à vérifier par la voie suspubienne. Examen standard, pour faire une échographie en gynécologie, il faut avoir ses coupes minimales, voir l'utérus en coupe longitudinale, l'utérus en coupe transversale, voir les ovaires, les deux ovaires, examiner le monrisseau aussi, et parfois, en fonction de la pathologie de la patiente, on sera amené à faire d'autres coupes, notamment par exemple la coupe frontale, pour par exemple les malformations. Donc je passe très rapidement sur ça. Ça c'est la coupe en suspubien, la coupe sagittale. La coupe frontale, on peut la voir par la voie suspubienne que si on a un utérus qui est antéversé et une vessie qui est vide. Si la vessie est pleine, elle va refouler l'utérus et
Parfois c'est difficile d'avoir cette coupe-là. Et là c'est pour voir les ovaires. Deux techniques, soit aller du côté droit pour regarder le côté gauche en passant par cette fenêtre qui est la vessie, ou bien aller directement par la sonde de manière verticale pour essayer de voir l'annexe homolatérale. Les différentes coupes, là c'est en voie vaginale bien sûr, et vous voyez ici l'excellente visibilité de l'utérus, et on voit tout l'utérus avec des segments. C'est une coupe qui est sagittale. Ça c'est une coupe transversale sur l'utérus. Et évidemment, la coupe transversale, il faut toujours faire un balayage pour regarder les différents niveaux de l'utérus, du fond vers le col. Vous voyez le myomètre et la cavité ici. On analyse tous les segments de l'utérus et de l'ovaire, et on commence en général par le myomètre. Sur le plan de l'écho-anatomie, le myomètre est souvent, on dit qu'il est, bien sûr c'est une structure qui est solide, donc il est échogène, il est iso-échogène au muscle. En général, il est homogène, c'est-à-dire la même échogénicité, et il devient plus hétérogène chez la multipare ou en cas de pathologie qu'on va voir tout à l'heure. Les lacunes veineuses périphériques sont existantes chez un certain nombre de patients, plus ou moins manifestes chez certaines patients qui sont exagérées, et j'attire l'attention sur le fait qu'il ne faut pas porter le diagnostic de ce qu'on appelle varice utérine. Parfois on émet certaines patientes qui ont des douleurs ou des troubles de cycle, on voit c'est la scie veineux périphérique, on dit madame vous avez des varices, je vais vous traiter par des vénotoniques. C'est quelque chose qui n'est pas fondé scientifiquement. La cavité utérine, c'est quelque chose de fondamental, de toujours parler de la cavité et de l'endomètre lorsqu'on fait une échographie en gynécologie. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il est très difficile de pouvoir faire de l'écho-gynéco par voie sus-pubienne, parce qu'on peut voir la cavité, mais pour analyser l'endomètre, voir son épaisseur, est-ce qu'il n'y a pas de pathologie, souvent c'est un peu difficile. Donc la ligne cavitaire, en général, elle est entourée par une double bande qui n'est que l'endomètre, et que cet endomètre en général est variable en fonction du cycle. Et ça c'est quelque chose de fondamental, toujours interpréter l'échographie en fonction de la physiologie, du cycle de la patiente. Des images qui peuvent être tout à fait normales à un moment donné du cycle peuvent être totalement anormales. Et je donne l'exemple d'une dame qui vient vous voir à J22, vous trouvez un endomètre à 2 mm, c'est totalement anormal, alors que s'il était à J3 ou J2, c'est de la physiologie, c'est tout à fait normal. Et c'est ça la force des cliniciens, c'est-à-dire interpréter les images qu'on voit en fonction de la physiologie et du contexte clinique de la patiente. Bien sûr, il n'y a pas que l'échogénicité, il y a aussi l'épaisseur qui dépend de la phase du cycle. Et vous voyez ici un utérus au tout début du cycle, l'endomètre est très fin, il est pratiquement non mesurable, il commence à prendre de l'épaisseur en phase folliculaire qu'on mesure ici, et puis par la suite il devient épais et il devient aussi échogène. Donc l'hyperéchogénicité souvent témoigne du caractère sécrétoire de l'endomètre. Qui dit sécrétoire dit progestérone et phase lutéale, et donc ça c'est aussi un des signes indirects de l'ovulation, que c'est un cycle qui est ovulatoire. Bien sûr, on peut pas, c'est pas pathognomonique, et il y a des faux négatifs de ces critères-là, notamment par exemple pour les utérus qui sont rétroversés. On a une hyperéchogénicité qui est artificielle, qui n'est pas réelle. Après avoir analysé l'utérus avec ses deux composants, le myomètre et l'endomètre, on passe en général à voir les annexes, et ce qu'on voit dans les annexes, c'est les ovaires, parce que les trompes théoriquement ne sont pas visibles lorsqu'ils sont normaux à l'échographie. Et donc les ovaires, en général, il y a une méthodologie d'aller latéralement par rapport au fond pour pouvoir les rechercher. En général, c'est très facile, sauf chez certaines femmes, par exemple, qui sont ménopausées et les ovaires sont rétractés et aussi petits. Parfois, on a des difficultés. Et il n'y a aucune honte à écrire sur le compte rendu ovaire non vu, parce que je ne l'ai pas vu, au lieu de dire normal, alors qu'on ne l'a pas vu. Donc, ils sont localisés, leur caractère pathognomonique par lequel on reconnaît que c'est un ovaire, parce que parfois c'est difficile chez des patientes obèses ou multi-opérées. Parfois, on a vraiment
on commence à se faire des illusions, est-ce que c'est l'ovaire ou c'est le muscle et l'un des critères qui nous permet de dire que c'est les ovaires, c'est la présence de ces follicules-là. Et évidemment, ces follicules-là, comme j'ai dit par rapport à l'endomètre, c'est aussi le cas pour l'ovaire. Le nombre et la taille de ces follicules est interprétée évidemment en fonction de l'âge de la patiente, mais aussi de la période du cycle. Et ça, vous le connaissez très bien. Une dame que je vois, par exemple, à J22, je trouve tous les follicules de cette taille-là, c'est pas du tout normal, il n'y a pas de cortisone, il n'y a pas de follicule préovulatoire. Ça veut dire qu'il y a un problème de folliculogénèse. Une dame qui a 22 ans et je trouve au début du cycle quelques petits follicules, je peux dire que là, il y a un problème de réserve ovarienne parce que le nombre de follicules est très faible. Donc, il faut toujours tenir en considération cette évolution cyclique pour voir des anomalies fonctionnelles, mais aussi des anomalies organiques, bien sûr. Et là, vous voyez un follicule d'une jeune dame qui a plusieurs follicules. On peut parler d'une réserve ovarienne normale. Et là, vous voyez un ovaire qui est vu avec un agrandissement et où il y a très peu de follicules. La même chose ici. Vous voyez les différentes phases. Début de la phase folliculaire. Puis au milieu, on commence à avoir un follicule qui grandit, puis par la suite, on a bien sûr le follicule préovulatoire qui arrive jusqu'à 20 mm, puis les signes indirects de l'ovulation, c'est la présence du corps jaune, mais aussi de cette fine lame d'épanchement dans le douglas qui témoigne de la rupture folliculaire. Après, on peut avoir ces images-là de corps jaune qui sont parfois difficiles à reconnaître et parfois on peut avoir des confusions avec des kystes ovariens ou même des tumeurs, surtout lorsque le corps jaune est hémorragique et augmente de volume, qui peut arriver à 4-5 cm lorsqu'il y a de l'hémorragie. Et la meilleure des choses, c'est de recontrôler ça dans une autre phase du cycle. Je peux dire à la dame, j'ai vu quelque chose, je dois attendre pour revérifier. En général, lorsqu'on vérifie après les règles prochaines, on n'a plus ces images-là. Évidemment, allumer le Doppler, c'est toujours très utile pour reconnaître un corps jaune. Et donc, après avoir vu cet aperçu sur l'écho-anatomie normale et la physiologie vue en échographie, je propose de passer en revue certaines pathologies que je pense les plus importantes et les plus fréquentes sous forme de cas cliniques. Et donc, on va parler des fibromes, des polypes, de l'adenomyose, du cancer endométrial. Donc, une patiente de 35 ans, troisième geste, troisième part, sans contraception, qui présente des mélométroragies depuis 5 mois. L'examen est strictement normal. Elle vient vous voir, elle a ça. Qu'est-ce que vous pensez? On voit l'endomètre qui est hypertrophié. Voilà, donc voilà, il est homogène. Voilà, hyperéchogène et concentrique. Donc là, on peut déjà évoquer des diagnostics, par exemple. Ça, c'est l'hypertrophie de l'endomètre. Encore. Exactement. Un polype. Donc là, sur ces images-là, on peut déjà parler de ces. Un fibrome, mais l'échogénicité n'est pas très en faveur. Donc hypertrophie de l'endomètre, polype. Qu'est-ce que vous pensez? Quel est le moyen pour faire la part des choses? Exactement. Là, voilà, on a de l'hystéroscopie, mais avant de passer à un examen qui est considéré comme invasif, l'échographie a toujours des choses à vous dire. Et voilà, on peut faire l'échosono, on peut allumer le Doppler immédiatement, ça peut nous aider parfois, et on peut reconvoquer la patiente à un autre moment, puisque si c'est un polype qui est muqueux et il est sécrétoire, on peut ne pas le voir parce que l'endomètre il est très sécrétoire et il est caché dedans. On peut voir la patiente à un autre moment du cycle. Et on peut retrouver ça, par exemple, à J8, on trouve ce polype-là qui est individualisé sur un endomètre qui est fin et qui est hypoéchogène. Et on a notre diagnostic. Et là, on peut passer à l'hystéroscopie qui sera à ce moment-là pas diagnostic, mais qui sera opératoire. Donc là, vous voyez l'intérêt du Doppler sur ces images-là. On allume le Doppler. C'est pas souvent aisé et facile à faire de reconnaître le pédicule
du polype. Lorsqu'on l'a, on a notre diagnostic, on reconnaît que ce n'est pas l'endomètre qui est hypertrophié de manière homogène, mais c'est une lésion focale, c'est le polype.